Senator Platt. Pour le débat, sénateur Platt. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui sur l'amendement du sénateur Boisvenu et je veux le remercier d'avoir présenté cet amendement. Et la sénatrice Batters aussi, je la remercie pour son discours. Ce n'est pas un secret pour la plupart des sénateurs ici que j'ai quelques inquiétudes concernant ce projet de loi. Mais j'appuie l'intention. J'ai des inquiétudes avec ce projet de loi, comme avec ses versions précédentes, et ce n'est pas parce que je n'appuie pas l'intention, comme je l'ai dit, derrière cette initiative. Je crois que le système judiciaire doit fonctionner de manière à soutenir les victimes de violences sexuelles et à les encourager à se manifester. Nous avons tous entendu les commentaires flagrants faits par les juges aux victimes d'agressions sexuelles qui sont tout simplement épouvantables et qui sont clairement fondés sur des stéréotypes et l'ignorance d'un sujet complexe. Des études ont montré l'effet dissuasif que ces commentaires, et en fait l'ensemble du processus, ont sur la probabilité que les victimes se manifestent. C'est inacceptable. Cependant, je crois en l'importance vitale donc de l'indépendance de la magistrature et je reste préoccupé par le fait que le projet de loi C3 pourrait avoir sur cette indépendance. Lorsque le juge J. Michael MacDonald, ancien directeur exécutif du Conseil canadien de la magistrature, a témoigné devant le Comité de la justice de la Chambre des communes, il a déclaré qu'il est essentiel que le type d'éducation et de formation que les juges devraient recevoir reste entièrement du ressort de la magistrature. Il a souligné le dangereux précédent que ce projet de loi pourrait créer en permettant au futur gouvernement de donner des directives politiques à la magistrature. Il a dit, et je cite, « Le problème, c'est que dans 20 ans, si le gouvernement de l'époque demandait aux juges de se renseigner sur le mythe des pensionnats, on voudrait que la magistrature se tienne courageusement debout et dise « Vous ne pouvez pas nous dire ce que nous devons apprendre. Si vous nous dites ce que nous devons apprendre, vous nous dites ce que nous devons penser, sans doute. » De même, le juge en chef Wagner de la Cour suprême du Canada a déclaré en février 2020 « Le pouvoir judiciaire, en tant que collectivité, doit être libre de décider de la formation et de l'éducation que les juges reçoivent pour bien faire leur travail. » L'Association du barreau canadien, entre autres, a soulevé des préoccupations similaires lorsqu'elle a témoigné devant le comité sénatorial. Bien entendu, certains témoins, dont l'Institut national de la magistrature, ne partagent pas cette préoccupation et estiment que ce projet de loi établit un équilibre approprié. Chers collègues, pour ces raisons, je reste indécis quant à mon soutien à la législation lors du vote final. Cependant, je pense qu'il incombe à cette Chambre de veiller à ce que nous essayions d'améliorer au mieux chaque texte de loi qui nous est soumis. Le sénateur Boisvenu a présenté un amendement qui est appuyé par le témoignage de victimes qui ont pu démontrer précisément comment l'éducation judiciaire en matière de violence familiale pouvait prévenir les attaques violentes et sauver des vies. Le témoignage de ces femmes courageuses était déchirant et convaincant. La plupart des témoins ont soutenu cette importante inclusion et certains ont même explicitement supplié le Sénat d'apporter ce changement dans leur témoignage. J'ai trouvé troublant de voir certains sénateurs dire à ces témoins que si l'amendement qu'ils préconisent était adopté, cela risquerait de tuer le projet de loi. Faisant essentiellement porter aux témoins la responsabilité de l'adoption du projet de loi, dans le but de leur faire retirer leur appui à un tel amendement. C'est honteux. Les témoins que nous entendons au comité ne sont pas là pour se prononcer sur les délais législatifs, mais pour donner leur avis sur le projet de loi lui-même. J'ai trouvé cette façon de poser des questions à la fois inappropriée et trompeuse. Cet amendement, bien qu'il puisse avoir un impact considérable, n'est pas très technique et ne demande pas beaucoup de temps pour être examiné.
Pour ceux qui soutiennent cette législation, cet amendement est presque une évidence. Compte tenu du large soutien dont bénéficie ce projet de loi à la Chambre des communes, et je crois du large soutien dont il bénéficie dans cette enceinte, je ne comprends pas pourquoi un amendement très simple mettrait ce projet de loi en péril. Cela me laisse d'autant plus perplexe que le gouvernement et son représentant étaient désireux et disposés à accepter des amendements majeurs, vastes et complexes au projet de loi sur l'aide à mourir quelques semaines auparavant. L'approbation d'un amendement comme celui-ci devrait prendre très peu de temps. Donc, très peu de temps dans les deux chambres. Il ne devrait pas avoir beaucoup d'impact sur l'échéancier. On est le 6 mai. On va voter aujourd'hui sur ce projet de loi. Il s'en ira à l'autre endroit. La semaine prochaine, ils pourront s'en occuper. Ça n'a pas besoin de prendre de temps pour... On a dit que le projet de loi ne fonctionnera pas parce qu'on n'a pas le temps. Non, non, non. On travaille dans le calendrier du gouvernement ici. Si nous ne sommes pas obligés d'envisager d'améliorer les mesures législatives dans cette Chambre, et si les témoins sont découragés de suggérer de telles améliorations, alors que faisons-nous ici? Quel était l'intérêt de nos témoignages en comité et quel est le but de ces débats si notre rôle est simplement d'agir comme une approbation automatique? J'aimerais poser la question au leader du gouvernement ainsi que la vice-leader. À quel moment ont-ils reçu l'instruction de s'opposer à des amendements? L'argument est que les enjeux sont tout simplement trop élevés pour risquer de tuer ce projet de loi. Mais est-ce bien le cas? Quel serait l'impact sur les survivants d'agressions sexuelles? L'Institut national de la magistrature, l'organisme responsable de la formation des juges, a informé le Comité des affaires juridiques et constitutionnelles que de 2014 à mars dernier, il a organisé 51 sessions dans le cadre de grands programmes consacrés uniquement aux affaires d'agression sexuelle, soit dans le cadre d'autres programmes. Ils ont dispensé 51 de ces sessions au cours des 6 dernières années. De plus, ils ont organisé 21 séances sur des questions touchant aux affaires d'agression sexuelle, comme la violence domestique, la traite des êtres humains, les droits des victimes et le traitement tenant compte des traumatismes. Lorsque le sénateur Campbell a demandé à la juge Adelken de l'Institut national de la magistrature en quoi cela changerait la formation qu'ils suivent déjà, elle a répondu, et je cite, « D'un côté, je dirais que la formation continuera d'évoluer comme elle l'a fait, et d'un autre côté, je pourrais dire que cela ne ferait aucune différence. » Mais je dois dire que depuis 2017, lorsque Mme Ambrose a présenté le projet de loi C-337, le dialogue entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le dialogue que nous avons eu avec les représentants des groupes de victimes et ainsi de suite a été précieux. En substance, dit-elle, rien ne changerait, mais les conversations qu'ils ont eues à la suite du projet de loi de Rona Ambrose en 2017 ont été précieuses et ont alimenté l'évolution de leur formation. Chers collègues, je ne vois pas pourquoi nous devrions nous abstenir d'amender ce projet de loi. Un amendement que les victimes de violences familiales et domestiques demandent. Alors que les commentaires de la juge Kent démontrent que l'importance de ce projet de loi sera largement symbolique et n'aura aucune différence sur la formation existante en matière d'agression sexuelle. Il nous est arrivé d'adopter des lois défectueuses parce que le non-respect d'une échéance imminente pouvait avoir des conséquences désastreuses. Par exemple, bon nombre de mesures de rétablissement prises par le gouvernement pour les Canadiens pendant la pandémie de COVID-19. Elles étaient très défectueuses. Cependant, comme la formation sur les agressions sexuelles se poursuit indépendamment de l'adoption de ce projet de loi, les mêmes pressions ne s'exercent tout simplement pas. Si la volonté du Parlement est d'aller de l'avant en prescrivant les sujets sur lesquels les juges doivent être formés, je crois que nous devons aux victimes de violences domestiques de bien faire cette législation.
Il n'y a aucune raison pour que ce processus d'amendement soit onéreux ou long. Si le gouvernement peut adopter en quelques heures un amendement permettant l'accès au suicide assisté pour cause de maladie mentale, il est absurde de suggérer qu'un projet de loi qui a bénéficié d'un soutien unanime à la Chambre des communes nécessite un long débat sur un amendement très simple et direct. Je crois qu'en soutenant cet amendement, nous remplissons notre rôle de chambre de second examen objectif et je voudrais féliciter le sénateur Boisvenu pour son travail admirable et continu en faveur des victimes de violences domestiques et familiales. Merci.